août 2018. Il y a quelques points que je voudrais évoquer de manière liminaire avec vous. Vont porter sur l'appui budgétaire de l'Union européenne au gouvernement, le lancement du projet d'appui du centre hospitalier universitaire pédiatrique de Bangui et du projet de fourniture d'eau potable dans certaines provinces de la RCA, la mise en place d'un dispositif de prévention de la maladie à virus Ebola, compte tenu des risques, voire des menaces qui nous entourent, la réforme des documents sécurisés de la circulation routière, la signature de l'accord de coopération militaire avec la Fédération de la Russie et faire avec vous un point sur l'initiative de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation nationale. Vous le savez, il s'agit pour moi d'avoir l'opportunité d'évoquer quelques points d'information, mais bien sûr, tout cela comme étant des opportunités de vous donner la possibilité de poser au gouvernement, à travers moi, les questions que vous souhaiteriez poser ou des questions pour que nous puissions clarifier des points ou donner des informations à nos téléspectateurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs, vos lecteurs. J'ai donc dit tout à l'heure que dans les points que j'allais évoquer, c'est celui de l'appui budgétaire de l'Union européenne au gouvernement. Je l'évoque pourquoi? D'abord parce que notre pays, on l'oublie bien souvent en se concentrant exclusivement sur les questions de sécurité, de conflits de terrain qui sont importantes, qui nous préoccupent au premier chef. Mais n'oublions pas que nous sommes un pays qui doit se remettre debout, qui doit remettre son économie debout, qui doit remettre l'administration en place, et tout cela dans un contexte de fragilité dans lequel nous avons besoin de nos partenaires. Donc chaque fois que nécessaire, il faut évoquer les appuis qui nous sont donnés. Dans le cadre de son engagement auprès de la République centrafricaine, l'Union européenne a décaissé au Trésor centrafricain la somme de 18 millions d'euros, soit plus de 11 milliards de francs CFA. Ce financement est octroyé dans le cadre du programme d'appui à la consolidation de l'État centrafricain et porte au total l'aide budgétaire de l'Union européenne à un peu plus de 88 millions d'euros, 58 milliards CFA depuis 2014. Un appui institutionnel de 4 millions d'euros, soit 2,6 milliards de francs CFA est également associé à cette aide budgétaire afin d'assister le gouvernement dans la mise en place des réformes des finances publiques dont l'objectif principal est d'accroître la capacité financière du gouvernement, améliorer la transparence et l'efficacité des dépenses publiques et augmenter la capacité de mobilisation des recettes fiscales et douanières, condition essentielle, vous le savez, pour le renforcement de la capacité de l'État à assurer et à assumer ses fonctions régaliennes. C'est donc quelque chose d'important que je voulais, que vous avez certainement, dont vous avez entendu parler, mais dont je voulais parler à nouveau, sans aller dans le détail. S'il y a des détails, vous pourrez poser bien sûr des questions tout à l'heure. Je voulais aussi évoquer le lancement du projet d'appui au centre hospitalier universitaire pédiatrique de Bangui et du projet de la fourniture en eau potable dans certaines provinces de la RCA. Le 3 août 2018, le président de la République a procédé au lancement du projet d'appui au centre hospitalier universitaire pédiatrique de Bangui, financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire BECU, à présent bien connu de tous. Ce projet, dont la durée s'étale sur 2 ans, comporte 2 composantes, notamment une composante sanitaire et une autre composante nutritionnelle. Le but de ces 2 composantes est d'offrir des services hospitaliers de qualité, de garantir une assistance sanitaire et nutritionnelle efficace pour les enfants centrafricains. Ce projet traduit le ferme engagement du gouvernement dans la transformation du système de santé pour la réalisation des objectifs du développement et du développement durable, excusez-moi. Dans la même veine,
Il a été lancé le 24 août 2018. Le projet d'eau pour la paix, eau pour la vie, à plus de 7 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers le fonds Bécou, là encore, pour une durée de 30 mois. Objectif de ce projet, augmenter le taux de couverture en eau potable et améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les zones rurales des 4 préfectures cibles qui sont la Sangambaire, l'Ouampende, le Bamingui-Bangoran et la Vakaga. Il convient de noter que ce projet Eau pour la paix, eau pour la vie sera mis en œuvre par le consortium World Vision, Water for Good, Oxfam et l'ONG nationale JUPEDEC. Il est important que pendant, bien sûr, et que nous avançons sur la raison des questions de conflit, sur la résorption des violences, que nous avancions aussi dans les solutions à apporter à nos populations, sur les questions de santé de base, sur les questions d'infrastructure, sur les questions d'eau et toutes ces questions. Je sais que les questions, celles liées au conflit, sont celles peut-être qui sont les plus attractives d'un point de vue de presse et autres, mais n'oublions pas qu'il y a un pays, il y a des secteurs dont nous devons aussi parler et informer les populations. Je voudrais évoquer avec vous très rapidement ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que notre pays aujourd'hui doit prendre des dispositions pour éviter que nous ne soyons nous aussi atteints, en tout cas pour que nous prenions des mesures préventives face à la maladie à virus Ebola. Partageant donc une frontière avec la RD Congo, où la maladie à virus Ebola a été déclarée, notre gouvernement, en partenariat avec l'Institut Pasteur de Bangui, a mis en place un dispositif de prévention tout le long du fleuve. Vous le savez, le ministre de la Santé a effectué plusieurs déplacements à l'intérieur du pays, de manière à s'assurer que des mécanismes de veille et de surveillance soient mis en place pour que, n'est-ce pas, nous veillons à toute éventualité. Toutes les personnes en provenance de la République démocratique du Congo sont soumises aux tests de prélèvement de température, au lavage des mains avec de l'eau imbibée de chlore. À ce jour, aucun cas, il faut le souligner clairement, à ce jour, aucun cas n'est détecté, mais la prudence doit être de mise. Un planning de rotation du personnel de 6h à 20h est établi pour, disons, en tout cas, un dispositif détaillé est mis en œuvre pour, n'est-ce pas, veiller à cela. Il faut noter que, à entendre les dernières déclarations du directeur général de l'OMS, le nombre de victimes diminue, a commencé à diminuer en RDC, et ceci est une bonne nouvelle et nous voulons espérer que cela va continuer ainsi. Vous avez dû entendre qu'il y a eu une réforme des documents sécurisés, disons, le lancement de la réforme des documents sécurisés est en train de se faire. Ça fait longtemps qu'on attend d'avoir enfin les nouveaux permis de conduire, qu'on attend d'avoir les plaques d'immatriculation, qu'on attend d'avoir les cartes grises des véhicules, des deux roues, etc. Et cela est en train, enfin, d'être lancé par notre collègue, le ministre des Transports. Donc au mois de septembre, la réforme des documents sécurisés de la circulation routière arrivera à son terme par la mise en œuvre, la mise en circulation des nouveaux documents sécurisés, notamment les plaques d'immatriculation que j'ai évoquées tout à l'heure, les permis de conduire, les certificats de capacité, les cartes grises, dont certains de ces documents sont dotés de puces électroniques et d'autres codes barres, dont la falsification serait rendue ainsi
assez, si ce n'est très difficile. La conduite pratique, la mise en œuvre de cette réforme a été confiée à un groupe qui s'appelle le groupe Al-Madina, qui est une multinationale dont le siège se trouve à Oman, au Moyen-Orient. Cela a été fait par appel d'offres. Une seule journée suffira pour que les pièces sollicitées, me dit-on, soient fournies après que les clients aient payé les frais, et ainsi ce dispositif serait assez facile, allégé. Je ne voudrais pas aller dans tous les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que il semble que enfin vous et moi, nous pourrons, n'est-ce pas, justifier de nos permis de conduire, des documents de nos véhicules. Et je crois que cela doit accompagner la restauration de l'autorité de l'État. On ne peut pas restaurer l'autorité de l'État si nous n'avons pas nous-mêmes nos permis de conduire, si les véhicules ne sont pas proprement immatriculés. Vous le savez, le 21 août, oui, il y a eu la signature d'un accord portant sur la coopération militaire entre le ministre centrafricain de la Défense, Mme Koyara, et son homologue russe. Cela s'est fait en marge d'une rencontre, exposition des armées. Vous avez noté aussi que la Russie, ce jour, pendant cette semaine, a signé avec d'autres pays. Je dirais que cet accord a vocation de renforcer la relation d'une manière générale entre la Russie et la République centrafricaine, c'est vrai, particulièrement la relation sur les questions de coopération militaire. Elle évoque, j'avais déjà dit que je laissais le soin à mes collègues en charge de détailler cela, de donner des détails. Elle le fera. Pour ce qui me concerne, ma charge, c'est de redonner, puisque j'en avais déjà parlé, de la même manière liminaire, de la même manière résumée, de donner l'information. Donc, sur la coopération entre les deux pays, la formation des militaires et un accord de soutien entre les deux pays en cas de menace extérieure. L'initiative de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, cette initiative avance. Elle avance bien. Elle avance par le dernier événement sur lequel, j'imagine, vous vous apprêtez à me poser des questions, c'est-à-dire sur la dernière rencontre de Boire, où, n'est-ce pas, les groupes armés ont été invités à venir faire la synthèse de leurs revendications selon les dernières informations données par les responsables centrafricains, mais surtout par ceux de l'Union africaine. Les dernières informations qui m'ont été données ce matin encore. Le travail s'est passé dans les meilleures conditions possibles, dans le sens où les 14 groupes invités étaient représentés, qu'ils ont validé l'harmonisation, la liste de leurs revendications, qui vont à présent être remises officiellement aux autorités gouvernementales afin que celles-ci en connaissent de manière officielle et commencent à s'y pencher pour les traiter, c'est-à-dire pour aller vers la phase qui est celle vers laquelle tout ce processus tend, c'est-à-dire les échanges et les discussions sur ces revendications, mais en réalité sur les conditions du désarmement, puisque c'est l'objectif, je le répète à nouveau,
de toute cette feuille de route et de cette initiative, les conditions de désarmement pour un retour à la sécurité et à la paix. J'ai voulu aller assez vite pour que nous ayons le temps des questions et des réponses. Ces différents points, comme je l'ai dit, sont de bons prétextes pour ouvrir des échanges et des questions-réponses avec vous. Il est à présent temps que nous entrions dans cet exercice. Et nous allons le faire comme à l'accoutumée, à savoir, nous allons le prendre par grappe de 5 questions. J'y répondrai, puis nous passerons à d'autres questions. À chaque fois, je prendrai le nom du journaliste ainsi que son organe. C'est parti. Madame ? Oui. Merci, excellent monsieur le ministre, de m'avoir donné la parole. Moi, c'est mademoiselle Calais Peggy, journaliste à la télé. Journaliste à TVCA. Je note et vous poserez votre question après. Je prends tous les noms là et je reviens vers vous. TVCA, ok. Madame? C'est Charlotte pour RFI. Charlotte, RFI. Merci. Ensuite? Oui, monsieur? ACAP. Comment vous appelez? Biongo. Pardon? Biongo. Biongo pour ACAP. Ensuite, madame? Bienvenue. Oui. Bienvenue pour RJDH. Bienvenue pour RJDH. Est-ce qu'il y en a une 5e? Non. Alors, madame Peggy de TVCA. Je crois que la RCA est à la recherche de la paix et toute l'initiative comme cela est la bienvenue. Comment expliquez-vous la réunion sur l'initiative de l'Union africaine à Ouaga et celle de la Russie avec les chefs rebelles à Kapoor? D'accord. Je prends toutes les questions. Charlotte RFI. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà pu consulter les revendications des groupes armés? Est-ce qu'il est possible d'en connaître la teneur? Et comme vous l'avez dit, la prochaine étape sera donc pour le gouvernement de discuter de ces revendications. Est-ce qu'on a déjà une date ou en tout cas une idée de quand cela pourrait avoir lieu? Merci beaucoup. Excusez-moi, je me concentrais sur votre première question. La deuxième, c'était? La prochaine étape sera donc de discuter de ces revendications avec les groupes armés. Est-ce qu'on a une idée de quand cela pourrait avoir lieu? Ouais. Ok. Merci. Monsieur Biongo à Cap. Monsieur le ministre, vous venez dire dans votre propos liminaire que la République centrafricaine va même de signer un accord de coopération militaire. N'est-ce pas une porte ouverte à la Russie pour s'installer à la République centrafricaine pour contrôler la zone de l'Afrique centrale? Pour contrôler la zone CEMAC. D'accord. Contrôler CEMAC, ok. Monsieur, non, madame, bienvenue, RJDH. Merci, Excellence. Je pense que j'ai deux petites préoccupations. La première concerne les dispositifs. Les dispositifs Oui. mis en place pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Vous avez énuméré tout à l'heure dans le plan contre l'épidémie tout au long du fleuve. Et vous avez désigné l'heure, vous avez parlé de 6h à 20h. Pourquoi de 6h à 20h, tout en sachant que même au-delà de 16h, là, il y a toujours, les gens traversent toujours. Et puis, il y a une chose que j'aimerais soulever ici.
on se rend compte que chaque nuit, les gens prennent des fous de l'autre côté pour venir jeter ici chez nous. Chaque matin, parfois on se réveille, on se rend compte qu'il y a un fou là qui parle sur le lingala. Moi, à moi-même, la vie, c'est 24 heures sur 24. Deuxièmement, ce qui concerne les rencontres en cours, vous avez souligné seulement la rencontre de bois, alors qu'il y a aussi la rencontre de cartons que ma consoeur avait souligné. Cette initiative, initiée par les Russes, était différente de l'Union africaine. Ce sont là les deux préoccupations. Oui, merci. Bon, par facilité, je vais commencer par la dernière question de RJDH, parce qu'elle a été reprise par plusieurs parmi vous et qu'elle a plusieurs volets. Parlons donc de l'initiative de l'Union africaine, de la réunion ou de la rencontre de Boire en Centrafrique et de la rencontre de Khartoum. L'Union africaine, dans son initiative, donc c'est un processus, comme vous le savez, il n'y a plus besoin de l'expliquer, un processus qui, par consultation successive, par navette entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain, a pour objectif de connaître les revendications des groupes armés dans le but, les revendications dont ils sont encore porteurs et qui les réfrèneraient de déposer les armes. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, dans cette progression, nous sommes arrivés aux rencontres de Boire. Bon, oui, elles ont eu lieu. Je voudrais dire à Charlotte de RFI que cela vient de se terminer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la synthèse sera remise officiellement au président de la République. Donc vous imaginez que je ne peux pas l'avoir encore reçue. Elle sera remise officiellement au président de la République. À partir de ce moment-là, évidemment, c'est remis non pas pour être dans un tiroir, mais pour que le gouvernement en prenne connaissance, y travaille, et j'imagine bien qu'elles seront connues. En tout cas, elle sera connue, cette synthèse. Il n'y a pas de secret de polichinelle, tout le monde en parle. Mais ce ne sont pas les revendications officielles. Vous et moi, nous pouvons ici, dans cette salle, parler de telle ou telle revendication des groupes armés, et ils pourraient à la sortie d'ici nous dire, messieurs, ce n'est pas du tout ce que nous avons dit. Mais, donc, j'imagine que très vite, on aura cette synthèse-là, et puis elle sera ouverte à tous, elle sera connue de tous. Mais vous savez aussi que ce sont des points on va dire, de revendication, ce sont des tels que, officieusement, on peut, vous et moi, en entendre parler, de points de revendication formulés afin que des doutes soient levés ou que une participation peut-être plus importante à la gouvernance du pays soit accordée à tel ou tel. Ce sont des choses de cette nature, chacun le sait. Mais quand même, c'est une bonne chose que là, les 14 groupes, ensemble, passent en revue ces revendications et disent oui, c'est bien ça. Voilà ce que moi j'en ai aujourd'hui, c'est bien cela nos revendications. Ça aura le mérite d'être clair et de, j'espère,
faciliter la tâche, au moins aux organisateurs, si ce n'est au gouvernement qui doit donner son point de vue sur la question. RJDH disait que oui, il y a eu aussi la rencontre de Khartoum. Alors quelle est la relation entre les deux choses? Il n'y a pas de relation entre les deux choses. Pourquoi? Parce que si ce n'est que certains des acteurs représentés à Khartoum et représentés à Boire. Peut-être que c'est la seule relation qu'il y a entre les deux choses. L'Union africaine, Boire s'est organisé par l'Union africaine dans le cadre de l'initiative, et à Khartoum, j'ai déjà eu à le dire dans une déclaration, cela a été organisé non pas à l'initiative du gouvernement comme certains ont voulu nous le faire dire, mais par la Russie, c'est clair. C'est clair dans la déclaration qui a été faite, donc par la Russie et la République du Soudan, qui a donc invité les principaux responsables des groupes armés. Nous n'y étions pas invités et nous n'y étions pas présents. Je veux le dire clairement. Là encore, par facilité peut-être journalistique et par facilité politique, certains ont dit oui, mais le porte-parole du gouvernement avait fait une déclaration pour dire que le gouvernement n'est pas à l'initiative de Khartoum 1 ou 1 bis, je n'en sais rien, et surtout pas de Khartoum en préparation. Et comment se fait-il que ce même porte-parole évoque la dernière réunion de Khartoum? Enfin, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas l'initiateur que nous ne pouvons pas dire que oui, nous avons entendu. D'autant plus que ce que nous avons entendu à travers une déclaration était porteur d'un certain nombre de points, de déclarations faites par des gens avec lesquels nous discutons. Il était donc bien que d'abord, le gouvernement dise que, contrairement à ce qui veut être diffusé, le gouvernement n'est pas à l'initiative de la rencontre de Khartoum. Je répète, le gouvernement n'est pas à l'initiative de la rencontre de Khartoum. Deuxièmement, le gouvernement n'a pas été à la rencontre de Khartoum. Je reprends, le gouvernement n'a pas été à la rencontre de Khartoum. Troisièmement, le gouvernement note certains points qui ont été évoqués dans la déclaration dite de Khartoum, mais il dit, ce gouvernement-là, étant attaché à l'initiative de l'Union africaine, eh bien ces points-là devront être portés à l'initiative de l'Union africaine. Donc vous voyez que contrairement à ce que, je dirais, certains, je ne sais pas si je dois les appeler des politiciens ou des hommes politiques, essayent de faire croire, il n'y a ici aucune contradiction dans la posture du gouvernement. Nous n'y étions pas, on ne l'a pas organisé, et nous disons que pour nous, nous restons dans l'initiative africaine. Et cette initiative prise là, comme toute autre, s'il y en avait, doivent se finaliser de toute façon au sein de l'initiative africaine. On est en train d'arriver au bout, ce n'est pas le moment qu'il y ait de la cacophonie inutile. Donc, la tentative de tempête dans un verre d'eau que certaines radios de la place ou politiciens ont tenté de faire n'avait vraiment pas son sens, et j'ai vu d'ailleurs que personne parmi vous n'a relevé cela, faisant de cela un pétard mouillé très certainement. Voilà ce que je peux dire sur ces deux points. J'espère que ça répond à vos questions. Aujourd'hui, là où nous sommes, vous avez dû remarquer que dans le processus, là, les experts, en tout cas l'Union africaine, avancent pas à pas.
il y a eu cette réunion d'hier, et je sais qu'à présent, ils sont en train certainement de réingénieriser le processus, et nous attendons que, je ne sais pas si c'est une date ou que des dates ne soient confirmées en même temps qu'un lieu ou des lieux, hein, parce que tout cela n'est pas encore finalisé. J'imagine bien qu'entre mes collègues en charge, le président de la République, l'Union africaine et les responsables de groupes armés, il y a des discussions sur ces questions-là. Quand et à quel endroit. Mais on le saura assez vite. J'imagine qu'il y a des questions qui n'ont pas à être évoquées trop tôt, parce que bon, tout le monde va se concentrer peut-être à la marge, parce que c'est des réponses qui sont vraiment à la marge, et que l'Union africaine fera des propositions à valider par les deux parties. Parce qu'il faudra bien que les deux parties valident la date, les lieux, ça se fera suffisamment tôt. On est tous pressés, en fait, d'y aller. Le gouvernement veut y aller. Quand je lis la dernière déclaration dite de Khartoum, il semble qu'ils sont pressés d'y aller. Vous avez lu qu'ils ont demandé et au gouvernement, et à la partie russe, et à toutes les parties prenantes, de s'accorder pour aller rapidement à l'initiative. Donc au moins, là, personne ne peut nier qu'il y a un point d'ancrage. Moi, je voudrais aller au-delà de vos questions, là, et de dire ceci. On peut quand même tous ensemble noter que nous sommes en train d'avancer, je l'espère, résolument, toutes les parties, vers la résolution de cette crise. Il y a des signes, il y en a quelques-uns, il y a quelques signes de bonne volonté de part et d'autre. Ils doivent être confirmés par les comportements sur le terrain, le comportement sur les populations. Tout cela doit se confirmer. Les signes de bonne volonté sont là, ils sont marqués. Le gouvernement a toujours fait part des siens, de sa bonne volonté. Et je crois qu'il serait bien aussi que nous tous, nous soulignions cela. C'est vrai que nous soulignons toujours tout ce qui est événementiel, ce qui va mal, les désaccords, mais ça au moins on peut le souligner et espérer que dans un temps le plus proche possible, mais attention, il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit que le dossier soit mûr. Et donc pas de précipitation forcément non plus, que le dossier soit mûr pour qu'on aille vers une vraie réconciliation, non seulement vraie, mais durable, avec toutes les conditions. Toutes les conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le suivi, ça veut dire la mise en œuvre. Comment cela sera-t-il mis en œuvre? Comment sera-t-il suivi? Comment seront traités ceux qui, ayant fait la promesse, ayant signé, ne suivraient pas les résolutions, etc. Je crois que tout cela, c'est des choses qui seront débattues et il faut que cela soit mûr et sans précipitation. Est-ce que, selon ACA, la question d'ACAP, est-ce que l'accord entre la Russie et la République centrafricaine n'est-il pas une opportunité pour la Russie de contrôler la zone de la CEMAC? Bon, d'abord, il s'agit, pour cet accord qu'il y a entre nos deux pays, il s'agit d'un accord bilatéral qui évoque la formation de nos militaires et qui évoque un soutien, une assistance en cas d'attaque extérieure. Nulle part ici on a parlé de la sous-région. Mais il faut noter aussi que ce pays, comme d'autres, signe des accords avec d'autres pays en Afrique, n'est-ce pas? Je sais bien que vous voulez m'amener vers un échange sur la géostratégie. C'est peut-être là où vous voulez m'amener, mais moi je ne peux pas répondre à la place d'un autre pays. Notre pays, la République centrafricaine en tout cas, renforce ces liens de coopération. Là, à cet effet, c'est avec la Russie, mais elle le fait avec d'autres pays. Elle le fera peut-être demain avec la Chine, avec peut-être la France, peut-être avec d'autres.
Donc en fonction de ses intérêts, eh bien, elle renforce, n'est-ce pas, ses accords avec tout pays, comme peut le faire un pays indépendant et en fonction du contexte et de ses besoins. Le dispositif Ebola, Madame RGDH, oui, pourquoi de 6h à 20h? Je serais très à mal de vous répondre, très honnêtement. Bon, ce sont des informations qui me sont données par les services du ministère de la Santé. Est-ce qu'ils ont été tout à fait honnêtes pour nous dire que bon, c'est de 6h à 20h qu'ils ont de la capacité pour le faire, qu'ils ont plus de difficultés le soir? Je suis d'accord avec vous qu'il faut que la surveillance soit intensifiée, parce que c'est la question transfrontalière, n'est-ce pas, qui peut créer problème. Mais j'ai vu, moi, des gens, aussi bien dans les reportages, dans les comptes rendus faits par mon collègue le ministre de la Santé, dans les discussions avec aussi bien la représentation de l'OMS que tout le dispositif ici, une vraie volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement vers nous. Vous savez, ils sont allés ils sont allés parler aux différents groupes armés dans les zones de Mbomou, par exemple, et autres, pour les conscientiser, n'est-ce pas, à travailler à la question, parce que tout le monde est menacé. Là, parce que là, vraiment, je veux dire, la maladie, dans ce cas-là, ne s'assure pas que vous soyez civil, militaire ou autre. Mais je veux espérer, et nous voulons ensemble faire confiance que les dispositions soient prises pour éviter ces débordements. Vous avez évoqué d'autres cas tout à l'heure que je ne connais pas, donc je ne veux pas les commenter, mais je suis d'accord avec vous, avec un point que vous avez évoqué, la nécessité de renforcement des surveillances frontalières et surtout pour les questions de sang. On va prendre un deuxième round de questions, si cela vous semble utile, avant peut-être de terminer. Oui, RFI. Ensuite. Oui. Pour le monde. Gaël Griot. Pardon? Gaël Griot pour le monde. Le monde, oui. Le monde. Oui, il vous est permis de poser des questions, hein? J'ai l'impression. Oui, monsieur? Radio Centrafrique. Oui. Bilan du citoyen. Citoyen. Qu'est-ce qui se passe avec le citoyen aujourd'hui? Oui. Confident. C'est tout? Bien. Madame, RFI. Merci. Je me permets de revenir sur les revendications. On sait que parmi elles, la question de l'amnistie va certainement être posée, ou en tout cas est au cœur des débats. Est-ce que le gouvernement peut nous réassurer, en tout cas nous rappeler sa position? Jusqu'à présent, la réponse était zéro impunité. Est-ce que c'est toujours votre position? Merci. D'accord. Le monde? Oui. S'agissant de l'accord bilatéral de coopération militaire entre la Russie et la Centrafrique, est-ce que vous avez certainement eu accès? Est-ce qu'il est prévu un renforcement de la présence militaire russe en Centrafrique? Merci. Oui. Radio Centrafrique. C'est une nouvelle version aussi beaucoup. Quelque part, il a dit qu'il veut la paix prépare la guerre. Nous savions donc cette initiative de l'Union africaine. Alors, notre question, de savoir, eu égard du passé, nous avons vu l'Union africaine à travers la CIMAC a fait des déclarations. Mais imaginons, après ce forum, quelles sont les possibilités contraignantes vis-à-vis des réfractaires de ce forum? Est-ce qu'il y a-t-il des possibilités contraignantes en cas de résignation aux différentes déclarations issues de ce forum?
inscrits en port parler. D'accord. Le citoyen. Merci, je suis Odilon Plata, je vois le citoyen. La semaine dernière, les forces de l'armée sud-africaine ont mis la main sur 7 mercenaires tchadiens au niveau de Pawa. Est-ce que le gouvernement a pensé pour remettre un dispositif sécuritaire renforcé au niveau de frontières avec la RCS sud-africaine? Merci. Le confident. Oui, ma préoccupation concerne l'initiative de l'Union africaine et la rencontre de Khartoum. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de relation entre ces deux rencontres. Alors, qui sont ces responsables qui étaient à Khartoum et qui sont ceux qui étaient à Bois? Et alors, comment va faire le gouvernement pour rejoindre ces deux discussions? Parce qu'il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire que ces deux rencontres vont aboutir à. Ça va germer une autre mésentente. Et alors, en ce qui concerne la deuxième préoccupation, c'est par rapport à. Oui, c'est par rapport aux 12 revendications énumérées par ces groupes armés, c'est-à-dire les 12 recommandations ne vont pas être négociées. Alors, quelle est la position du gouvernement par rapport à cette point? 12 revendications non négociables, c'est ça? D'accord. J'essaie rapidement de synthétiser ma réponse par rapport aux questions qui se recouperaient. Bon, là encore, sur l'initiative de Khartoum, sur l'initiative de l'Union africaine et celle de la réunion de Khartoum. Alors, oui, j'ai dit que, bon, le seul lien entre la réunion de Khartoum et celle de Boire, c'est qu'il y avait à Khartoum des représentants de même groupe qu'il y avait aussi, en fait, de certains groupes qu'il y avait aussi à Boire. C'est ça que j'ai dit, effectivement. Mais à Boire, là, tous les gens qui ont été les représentants des groupes armés qui étaient à Boire ont été envoyés par les responsables des groupes armés. D'accord? Les groupes armés ont été invités officiellement par l'Union africaine à déléguer des représentants. Ces responsables premiers des groupes armés, c'est-à-dire, je fais maintenant le lien, ceux qui étaient à Khartoum, ont signé et ont envoyé par courrier, n'est-ce pas, on dit, voici ceux qui nous représentent à Boire. D'accord? Voici, ça répond à votre question. Donc, c'est suffisamment clair. C'est cela. Maintenant, les revendications. Alors, on dit 12 revendications non négociables. Il y a la question de l'impunité, pas d'impunité. Quelle est la position du gouvernement sur ça? Moi, la position du gouvernement, elle est très claire. Que ce soit sur des revendications non négociables ou que ce soit sur la question de l'impunité. D'abord, d'une manière générale, on ne peut pas aller à des négociations et dire qu'on a dans nos négociations des choses qui ne sont pas négociables. C'est un contresens, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, chacun reste de son côté et on ne va pas discuter, on ne va pas négocier.
Donc pour nous, il n'y a rien qui ne soit pas négociable. Déjà, d'abord dans le principe même de la négociation, c'est ça, c'est que tout doit être discuté. C'est la première chose. La seconde, c'est que ce qui guide le gouvernement, je l'avais dit déjà il y a quelques jours, c'est un certain nombre de lignes forces qui sont les échanges ou les discussions, ou on les appelle comme on veut, à la base, et le forum de Bangui. Et ces deux événements ont tracé des lignes rouges, ont tracé des lignes. Et c'est sur la base de ces lignes-là, et fort de ces lignes, que le gouvernement analyse, pour ce qui est de l'initiative de l'Union africaine, ses postures et ses positions à venir et qu'elle évoquera. On l'a déjà dit, pour le gouvernement, il n'est pas question de toucher aux institutions, ni à la Constitution. Pour le gouvernement, les Centrafricains ont exprimé de manière très claire au Forum de Bangui, entre autres, qu'ils ne veulent pas de l'impunité. Donc, pour vous répondre là encore, madame, la position du gouvernement est très claire sur cette question-là. C'est possible que les partis en négociation estiment que cela soit nécessaire. Et le gouvernement mettra en avant toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas recevable. Voilà, c'est déjà la discussion, c'est la négociation. Donc notre position, elle est claire et je l'ai déjà exprimée clairement et à nouveau. Alors, c'est vrai que apparemment c'est pas suffisant que de l'exprimer si clairement, parce que autant et plus on l'exprime, plus on nous repose la question, mais est-ce que c'est bien vrai? Et ça, c'est la position du gouvernement. On ne sait pas de quelle manière il faudra le dire pour que cela soit su. Mais oui, c'est la position du gouvernement. Donc 12 revendications non négociables, je vous ai déjà répondu. Pour nous, si on va négocier, c'est que tout est négociable. Il n'y a rien dont on peut nous dire ça on n'en parle pas, ça on n'en parle pas. À ce moment-là, il n'y a pas de négociation. Et on sort du processus. Quelles contraintes vis-à-vis, c'est la question de Radio Centrafrique, vis-à-vis des réfractaires? Je crois que c'est ça la question qui est posée. Bon, je pense que si, c'est aussi la question que le gouvernement peut poser, ou peut mettre sur la table. C'est bien d'aller à des discussions, mais si on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais nous on commence par dire que nous allons de bonne foi, toutes les parties vont de bonne foi à la discussion pour pouvoir trouver une entente. Et tout à l'heure, j'avais parlé de mécanismes. Comment on met en œuvre et comment on fait en sorte que ceux qui se sont engagés tiennent leur parole. Je suppose qu'il va y avoir des mécanismes qui iront crescendo, qui iront du rappel aux engagements pris, jusqu'à des mesures plus fortes. N'oubliez pas que les Nations Unies, n'est-ce pas, sont partie prenante des discussions aussi de l'initiative africaine. Deuxièmement, le gouvernement centrafricain s'organise lui aussi, n'est-ce pas, pour pouvoir être dans une bonne position dans ces négociations. Voilà ce que je peux vous dire sans en dire plus. Les contraintes, on en a parlé. L'accord bilatéral. Alors, le monde, accord bilatéral. Alors, je n'ai pas les détails encore de cet accord. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore les détails de l'accord, donc je ne peux pas
le commenter. Mais quand même, votre question, c'était est-ce que cela a pour but de renforcer la présence de la Russie? C'est ça votre question? Pardon? La présence militaire. Bon, je n'ai pas les détails, je ne peux pas commenter, mais bon, je peux quand même dire ceci. Cet accord a pour but de renforcer la coopération entre les deux pays. La coopération générale, la coopération militaire. Si c'est dans le domaine du possible, plusieurs parmi vous, de la presse, auraient ont eu une tendance à dire oui, mais bon, c'est pas l'armée, c'est pas une coopération avec l'armée russe, il y a des experts, etc. Bon, peut-être que cela va arranger les choses. Mais je ne peux pas vous donner des détails à ce jour sur cela. Maintenant, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que la présence militaire russe soit renforcée en nombre. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. De la même manière que si nous pouvons renforcer la coopération militaire avec d'autres pays, fût-elle numériquement, c'est-à-dire en termes d'instructeurs, cela serait une bonne chose. Je veux vous rappeler que les efforts du gouvernement aujourd'hui tendent à faire en sorte que l'on augmente, on accélère le rythme de la formation de nos FACA. Si nous avons souhaité, le gouvernement a souhaité que d'autres pays amis forment les FACA, c'est parce que la si bonne formation faite par l'EUTM prenait beaucoup de temps compte tenu du rapport ou du ratio formateur et nombre de personnes à former, et donc du dispositif disponible de formateurs de l'Union de l'EUTM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, s'il y a des pays amis qui souhaitent nous former, il faut qu'il y ait de la présence, n'est-ce pas, de ces pays-là, fût-il la Russie, fût-il, que sais-je encore, la Chine, les États-Unis, etc. Pour moi, ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Je dis cela pour dire que c'est pas... La question n'est pas... C'est vrai qu'on est en train de focaliser, là. On focalise, on dit la Russie, mais on oublie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'il y a d'autres pays amis qui sont ici, là, en Centrafrique, avec lesquels nous faisons des efforts pour renforcer, n'est-ce pas, notre armée. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? La situation de Pawa. La situation de Pawa, oui, c'est cela. Il y a des mercenaires tchadiens là, qui ont été, comme il l'a dit, bon voilà. Mais surtout la question c'était, est-ce que le gouvernement pense renforcer le dispositif sécuritaire aux frontières? Oui. Bon, vous avez vu qu'on y va progressivement. Vous avez vu aussi que nos FACA à Pawa, en liaison avec la MINUSCA, fait du bon travail. Il faudra le reconnaître. Ils font un bon travail, ils font un bon travail avec vis-à-vis de toutes les communautés. Et comme je l'ai dit, avec nos partenaires de la MINUSCA. Ce n'est pas un travail qui se limite à Pawa intramuros, mais c'est un travail qui va au-delà. Ils font des patrouilles, ils vont aussi loin qu'ils peuvent. Aussi loin qu'ils peuvent, aussi loin qu'ils en ont la capacité. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc oui, il faut, je vais dire ça comme un vœu, il faut que le dispositif aux frontières soit renforcé. Mais vous avez vu aussi qu'il y a quand même un peu d'efficacité, puisqu'on voit que, et ce n'est pas la première fois, on voit qu'il y a des cas où nos FACA, en liaison avec nos partenaires de la MINUSCA, font de l'interception de différents individus, hein, d'ailleurs, différents individus, et ça veut dire qu'il y a une efficacité dans ce travail-là et qu'il faut continuer. Je vous rappelle que le gouvernement fait tout pour envoyer des contingents, hein, ici là, boire depuis peu, vous le savez, Bangassou c'est déjà fait,
Et nous voulons espérer qu'on va, comme ça, progressivement continuer de déployer nos forces de défense et de sécurité pour renforcer les dispositifs non seulement aux frontières, mais de contrôle sur les routes, etc., etc. Je pense que j'ai répondu cette fois-ci à toutes les questions. Est-ce qu'on considère qu'on a terminé? On est déjà en sango, hein? Oui, en sango. Mais alors, si vous avez une question en français, Radio Guira, allez-y. Quelle est la position du gouvernement par rapport à ce conseil? Merci. Alors, il faut vraiment clarifier les choses. Le conseiller que vous évoquez n'a jamais été arrêté au Cameroun. Je dis, hein, vous êtes journaliste, si c'est le cas, il faut. Mais selon nos investigations, il n'a jamais été arrêté au Cameroun. Il n'a jamais été intercepté avec des produits miniers au Cameroun ni ailleurs. Vous êtes les journalistes, vous êtes de la presse, et je vous demande de me confirmer là, si ce que je dis est faux. C'est-à-dire que oui, il a été arrêté tel jour, à tel endroit, avec ceci ou cela. Au moment où je vous parle, les autorités minières du Cameroun, cela va du ministre camerounais des Mines jusqu'à l'organisation du processus de Kimberley du Cameroun, nous ont fait connaître qu'aucune, ni personnalité, ni personne d'ailleurs, n'a été arrêté au Cameroun détenteur de, comment dire cela, de diamants ou d'or ou de quoi que ce soit. Il n'en demeure pas moins. Vous avez dû entendre hier un décret relatif à cette autorité dont vous parlez. Si cela a été fait, c'est parce que cette autorité, sur les réseaux sociaux, a fait de la promotion, n'est-ce pas, je dirais du trafic illicite, d'accord, du trafic illicite de diamants, voire d'or, de manière visible, à la caméra, n'est-ce pas? Et cela a été considéré comme un comportement qui n'était pas acceptable pour une personnalité de ce rang et pour quiconque d'ailleurs, puisque nous faisons partie du processus de Kimberley et que quiconque, personnalité ou pas, ne peut promouvoir une activité de ce genre. Et j'imagine que cela fait partie des raisons pour lesquelles cette personnalité-là eh bien, a été citée hier dans un décret le concernant. Mais je le répète, et vous êtes de la presse, il faut toujours que les informations que vous donnez soient vérifiées. Vous avez l'opportunité de parler avec vos confrères au Cameroun, d'interroger vous-même les institutions du processus de Kimberley. Il y en a ici, il y en a au Cameroun, et l'on vous répondra pour vous dire si une personnalité a été arrêtée au Cameroun ou ailleurs, enfin sur ce territoire-là, avec un autre diamant. Mais au moment où je vous parle, ça n'est pas le cas. Avec votre permission, Monsieur le ministre, je pose la question, vous êtes le porte-parole du gouvernement, et pour avoir des informations fiables, c'est auprès de vous. Voilà la raison de ma question. Bon, si vous me posez la question de savoir si quelqu'un a été arrêté, c'est une chose, mais si vous faites une assertion en disant que une personne est arrêtée, c'est là que vous l'interpellez. Je dis que ça n'a pas été le cas.